Alors, je vais expliquer simplement pourquoi je me suis intéressé à l'histoire du loup. Disons comme tout un chacun, j'entends régulièrement parler de la présence du loup, des attaques de loups sur des troupeaux. Enfin, on entend parler aussi des conflits qui opposent les pro et anti-loups. J'ai habité en Suède une quinzaine d'années et c'est aussi un débat qui est aussi présent qu'en France et qu'en Provence. En particulier près de la frontière norvégienne, il y a des débats, disons que du côté de la Suède, mais du côté de la Norvège également. Et disons que je me suis intéressé plus particulièrement à l'histoire du loup sous l'Ancien Régime en Basse-Provence orientale, un petit peu par hasard. C'est à l'occasion de recherches que je faisais pour l'histoire de Roquebrune au défi de l'argent sous l'Ancien Régime, que par hasard, dans un inventaire fait par les membres de la Société d'histoire de Fréjus-Sa-Région, en consultant ce qui pouvait intéresser le sujet que j'étudiais alors. Par hasard, je suis tombé, si je puis dire, sur la mention de l'attaque d'une femme tuée par un loup en 1744 à Roquebrune. Et donc, c'était la première chose. Je me disais, ça peut être intéressant de faire un petit article sur cette attaque d'un loup à Roquebrune. Et un peu par hasard, disons qu'une fois en étant à la bibliothèque de la Société d'histoire de Fréjus-Sa-Région, j'ai consulté un exemplaire de la publication de la société qui a précédé la Société d'histoire de Fréjus-Sa-Région. C'était merci. C'était donc les Annales du Sud-Est, les Annales du Sud-Est varois, et donc là, je vous montre ici comment donc j'ai découvert cette mention d'attaque d'une personne par un loup. Et donc ensuite, je consulte un exemplaire du Sud-Est varois. Et là, je vois un article très intéressant. C'est un article publié en 1984 par Maurice Perret qui parle du loup. Et, disons qu'il ne s'intéresse pas uniquement aux attaques de loup. Il parle toutes les traditions, les expressions liées au loup, les noms de lieux, de loup qu'on peut retrouver en Provence. Et à la fin de son article, il mentionne pour les années 1788-1789 plusieurs attaques de loups à Fayence, aux Adrets. Et disons que c'est des attaques de loups qui n'avaient pas été mentionnées dans les ouvrages de Jean-Marc Morisseau. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Marc Morisseau, c'est un spécialiste de l'histoire rurale sous l'Ancien Régime, et c'est le grand spécialiste de l'histoire du loup. Il a publié plusieurs ouvrages sur l'histoire du loup sous l'Ancien Régime. Et Jean-Marc Morisseau, dans ses travaux, dans les années 1990, il constitue une base de données grâce aux relevés communiqués par les généalogistes. Et dans son ouvrage, il mentionne par exemple donc des attaques de loups. Je m'intéresse uniquement aux vigueries de Draguignan et Hyères que je vais présenter un peu plus amplement après. Il mentionne Bormes, Calas, Cogolin, la Cadière d'Azur, la Gare de Fresnay et les Adrets. Et donc, ça m'a décidé un petit peu d'explorer ce qui pouvait exister sur cette question dans les archives départementales et communales. Et donc, dans un premier temps, j'ai découvert qu'il y avait des documents très intéressants aux archives départementales dans les comptes de la viguerie de Draguignan. Et donc, j'ai commencé par m'intéresser à la viguerie de Draguignan. La viguerie de Draguignan, en gros, c'est disons que ça va de Trigance à Ramatuelle, à l'exception de l'Orgue et du Toronnet. Disons qu'il y avait une viguerie de l'Orgue qui englobait la paroisse de l'Orgue et celle du Toronnet. Ensuite, suite à un contact que j'avais eu avec Laurent, et je lui avais parlé un petit peu de ce que j'avais trouvé concernant les communes de la viguerie de Draguignan qui
se trouvait dans les morts, il m'a incité à élargir l'étude à l'ensemble des morts. Et si on veut s'intéresser à l'ensemble des morts, il faut consulter les archives qui sont les archives départementales pour la Vigridière. Et malheureusement, pour la Vigridière, les archives ne sont pas aussi riches que pour la Vigrid d'Arguignan, parce que pour la Vigrid d'Arguignan, comme je l'expliquerai un peu plus tard, on a beaucoup de sources pour, en gros, des comptes, des primes accordées aux personnes qui ont détruit, qui ont tué des loups, depuis, en gros, la fin du XVIIe siècle jusqu'à 1789, alors que pour la Vigrie de Hyères, on ne dispose de comptes que pour les années 1780-1785, je crois. Donc ce n'est pas du tout comparable. Ceci dit, on trouve des renseignements également dans les archives communales. Laurent et Fabien Salducci aussi ont eu la gentillesse de me communiquer des sources que je ne connaissais pas, qui se trouvaient pour ce qui m'a été communiqué par Fabien dans les archives de Gassin essentiellement. Et pour ce que m'a communiqué Laurent, c'est un procès qui oppose le recteur de Laverne au berger qui assure la garde de son troupeau. Il est mécontent, il trouve que les chiens du berger ne protègent pas suffisamment son troupeau, et donc il y a une déposition qui est faite auprès d'un notaire. Pour ce qui est de la chronologie, les premières mentions de la présence du loup en Basse-Provence orientale, disons de façon certaine, remontent au milieu du XVIe siècle. Dans les archives communales de Fréjus, existe une mention d'une prime accordée aux personnes qui tuent un animal sauvage, disons, sans que soit précisé s'il s'agit d'un loup ou d'un sanglier. Par contre, en 1549, on a donc, disons que mention de l'attribution, d'une prime d'un florin pour chaque loup détruit. Ensuite, on trouve des mentions, donc, comme je l'ai dit, en 1549, 1553, toujours à Fréjus, 1576 à Salerne, 1597 à Puget, et on trouve aussi des mentions de présence de loups également, dans les morts à Colobrières et à la gare de Fresnay, dans la dernière décennie du XVIe siècle. Et disons que ces mentions de primes, comme partout ailleurs en Europe occidentale, sont des sources, comment dire, très abondantes dans les archives de nos communes durant les 2 siècles suivants. Et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, d'ailleurs, ce n'est que par le biais de ces primes que l'on peut mesurer l'importance de la présence du loup dans la région. Alors, je vais vous montrer comment sont présentés les comptes, les mentions qu'on peut trouver dans les comptes des Vigris sur les attributions de primes. Là, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est, ça se passe à la gare de Fresnay, et ça décrit un petit peu comment une personne a découvert la présence d'un loup près de son troupeau. Souvent, c'est beaucoup plus, succinct, mais ça permet justement d'apprécier la présence du loup, de la mesurer. Et j'ai établi donc à partir des comptes de la Vigrie d'Arguignan, comme vous le voyez de façon assez continue depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'à 1789, les statistiques de loups et de loups tués, sont distingués aussi les louveteaux capturés. Ce qu'on peut constater en regardant son tableau, c'est une relative stabilité du nombre de loups abattus et de louveteaux capturés tout au long du XVIIIe siècle, c'est-à-dire entre 10 et 15 pour les loups et une dizaine pour les seconds. Assez exceptionnel est si vous regardez l'année 1760, c'est une année assez exceptionnelle avec 20 loups capturés. Mais en même temps, c'est intéressant parce que cette année annonce une légère augmentation du nombre de primes attribuées, surtout pour les louveteaux d'ailleurs,
dans les décennies suivantes. Alors, pourquoi davantage de loups à la fin du XVIIIe siècle? On peut se poser des questions. Une hypothèse qu'on peut avancer, c'est l'évolution des conditions climatiques. Il est connu qu'en particulier l'hiver 1788-89 a été particulièrement rigoureux. Et les années 1788-89, que je vais évoquer plus largement un petit peu plus tard, sont à considérer comme le point culminant de la période de la présence du loup en Basse-Provence occidentale. Et si on essaie, à partir de ces statistiques, d'évaluer l'importance de la présence du loup dans les vigueries de Draguignan et d'Hyères, à partir de l'estimation faite par Jean-Marc Morisseau, on peut, disons, le calcul qu'il a établi, on peut, estimer à une cinquantaine de loups au minimum dans la viguerie de Draguignan au XVIIIe siècle. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est les périodes de chasse au loup. En général, c'est dans la première moitié de l'année. Et pour ce qui est des captures des louveteaux, ce qui n'est pas tellement étonnant, c'est que la quasi-totalité des captures se fait au mois de mai et juin, c'est-à-dire après la mise bas des louveteaux. Disons que ce qui est... là, je vous montre un document que je vous laisse lire. Disons qu'il s'agit d'attribution de primes attribuées donc à Sauveur-Ferrand, qui est Ferblantier, qui est de Hyères, je crois. Et c'est assez exceptionnel parce que ce qui frappe quand on consulte, quand on dépouille ces registres, les comptes des vigueries avec les primes attribuées, c'est qu'on ne sent pas qu'il y a une spécialisation de chasseurs pour tuer les loups. Disons qu'en général, ils tuent 2 ou 3 loups, ou même sur une période, ça peut se résumer à 2-3 loups. Ce Sauveur Ferrand, il est assez exceptionnel parce qu'en 2 ans, en 1782-83, il tue 10 loups et capture un louveteau. Autrement, disons que c'est très réparti entre différents chasseurs, le fait de ramener la preuve qu'ils ont capturé un loup. Alors, là, on parle des primes attribuées aux chasseurs. Comment on traque les loups, comment on les tue. En général, c'est la chasse des individus. Disons, quelquefois, on voit qu'il y a un chasseur ou 2 chasseurs qui tuent un loup ou capturent des louveteaux. Mais il y a des périodes aussi, quand il y a des attaques renouvelées, où sont organisées des battues. Après, on n'a pas de détails. Disons, on a des mentions sur ce que coûtent ces battues, et ce sont des prix assez importants. Souvent, ces battues regroupent une douzaine ou 2 douzaines de chasseurs. Mais on n'a pas de détails sur la façon dont la battue est menée, sur les armes utilisées. Et disons qu'on devine que, par exemple, des pièges ont été utilisés pour capturer des loups, mais il en est fait très rarement mention dans les documents. Et disons qu'un autre moyen aussi de se débarrasser des loups, c'est de les empoisonner. Il y a, disons que j'ai trouvé pour la fin du XVIe, c'est très tôt d'ailleurs, une mention d'une commune, je crois, du golfe de Saint-Tropez, qui fait, l'achat de noix vomiques. La noix vomique contenant de la strychnine, on l'utilisait pour les mettre dans des boulettes de viande, pour, empoisonner les loups. Par contre, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, sont plus fréquentes les mentions de techniques pour tuer les loups. Disons qu'il y a des documents qui sont envoyés aux communes par l'intendant, mémoire sur la destruction du loup. C'est une instruction de 1762. Phénomène donc intéressant, c'est la prise en compte, qui apparaît dans le document, de la rage dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Là, je vous montre, un acte de sépulture d'un jeune âgé de 15 ans, qui s'appelle Balthazar Abeille, et qui a été tué à Palaison, sur le territoire de Roquebrune, par un loup enragé. Et là, on est en 1744.
peu après, enfin disons que se passe le phénomène que j'ai évoqué en introduction, qui a attiré mon attention sur ce phénomène de la présence du loup dans la région. C'est l'histoire de Françoise Pourcin, qui est aussi, quelques jours après, aussi mordue par un loup enragé. Donc, on a mention d'attaques de loups enragés. Enfin, disons que j'en profite aussi pour faire une rapide digression sur la distinction qu'on fait, et c'est ce que fait aussi Jean-Marc Morisseau, entre les loups anthropophages et les loups enragés. Les loups anthropophages, c'est ceux qui s'attaquent en général à un enfant, parce que ce sont les individus les plus fragiles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on aperçoit aussi là, souvent des mentions, quoique moins nombreuses et moins quantifiables que les primes qui sont accordées aux chasseurs. On a des mentions d'attaques de troupeaux. Enfin, ça peut être des chevaux, ça peut être des moutons, des bœufs également. Et ces troupeaux, souvent, sont gardés par des jeunes enfants et donc sont, comment dire, plus facilement attaqué par les loups. Le phénomène du loup enragé, c'est un peu différent. C'est, comment dire, il a la rage et, je vais l'évoquer rapidement, il s'attaque un peu de façon indéterminée, indistinguée à plusieurs personnes. On a des mentions donc pour 1744. En 1747 aussi, il y a Michel Darluc, qui était médecin à Grimaud, qui fait mention d'une attaque et de la façon aussi dont il a soigné quelques-unes de la douzaine de personnes au moins qui ont été attaquées. Donc il a soigné quelques-uns d'entre eux et les a sauvés en leur apposant une pommade mercurielle, comme il dit. En 1751 aussi, on trouve dans les documents les ravages d'une louve enragée à Fréjus, Puget et Saint-Raphaël, qui s'attaque à plusieurs individus. En 1756, à Salerne, et c'est un document qui m'a été signalé par Bernard Renoux, il y a aussi dans le journal du curé de Salerne la relation d'une attaque par un loup enragé de 14 personnes et d'un cochon. Ce phénomène s'est passé depuis l'aube jusqu'à 5 heures du soir quand le loup a été abattu. Je parlais de Bernard Renoux à l'instant. Il m'a signalé aussi un article qu'il a publié dans la revue de la Société des Amis du Vieux-Toulon sur l'attaque d'une louve à Trigance en 1769. Et d'ailleurs, au passage, je signale que Trigance, Combes, c'était dans le département du Var, une des zones où les loups étaient les plus nombreux. En 1777 aussi, à Fréjus, encore mention d'un loup. Après, dans les documents, on ne trouve pas de relation d'attaque de loup avant les années 1788-89. Et là, on peut dire que c'est le summum des craintes causées par les attaques de loups. C'est quelque chose d'assez particulier, disons, qui mérite, un phénomène qui mérite d'être étudié de différentes façons. Là, je vous montre un ex-voto qui provient de la chapelle Notre-Dame de Pitié à Roquebrune et qui est conservée à la Maison du patrimoine à Roquebrune. Et vous voyez donc un homme qui s'appelle Joseph Fabre, en 1788, attaqué par un animal qui ressemble plus à un lion qu'à un loup. Mais disons que là, il y a une multiplication, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'attaques de loups. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque le temps est compté. Mais ces 2 années sont très particulières. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une documentation particulièrement riche sur cette peur collective provoquée par des attaques répétées en différents coins du territoire de loups. Et disons que cette peur collective, elle est, assez bien décrite par Jean-Marc Morisseau, que je cite. Dès que certaines représentations de l'espèce multipliaient les ravages dans une contrée et perpétuaient des attaques en série sur l'homme, la remise en cause qu'ils infligeaient aux primats de l'humanité dans l'univers les faisait sortir de leurs conditions ordinaires.
dans les mentalités, l'animal devenait un monstre. Enfin, et on pense, bien sûr, à l'histoire de la bête du Gévaudan qui se passe une vingtaine d'années plus tôt dans le Massif central. Et donc, ce qui est intéressant, c'est disons, c'est la multiplication des attaques en différents points du territoire. Enfin, disons, je cite quelques-unes de ces attaques. Là, disons, je vous montre un acte qui est assez connu puisqu'il a été transcrit dans la revue de généalogie Géné-Provence. C'est le décès d'une jeune femme, Anne Foucou, aux Adrets. Mais, disons, c'est un phénomène connu, mais moi j'ai découvert d'autres attaques aussi dans les documents. Par exemple, le 24 juin à Roquebrune, à 3 h de l'après-midi, non, c'est pas Roquebrune, excusez-moi, il y avait eu une attaque à Roquebrune, mais le 24 juin, donc, un loup se saisit à Bagnoles d'une fillette âgée de 4 à 5 ans, et là je cite le document, à la face de sa mère et de 2 moissonneurs à la distance de 5 pas. Ce qui ne correspond pas d'ailleurs au comportement d'un loup atteint de la rage, mais plutôt d'un loup anthropophage. Le 26 juin, à Roquebrune, François, fils naturel baptisé à la paroisse du Plan de la Tour, âgé d'environ 8 à 9 ans, est attaqué par un loup. Et ce qui est intéressant, c'est que le maire de Fréjus précise, c'était un bâtard qui gardait des bêtes dans un pré. Et là, disons, je fais la relation à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, les attaques d'enfants qui gardent, disons, de façon isolée dans la campagne des troupeaux. Et il précise, cette cruelle scène s'est passée dans les ponts dits des Blavés. Et ce qui est assez intéressant, si on cartographie, disons, là c'est l'acte de décès de ce jeune plantouréan dont je viens de parler. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a une sorte de concentration de ces attaques dans la région, disons, à l'intersection des communes du Muy, de Bagnoles et de Roquebrune. J'avais davantage de choses à dire, disons, sur un autre phénomène qui se passe aussi à Mougins-Cannes, parce qu'il y a aussi une affaire assez rocambolesque qui oppose les deux communautés au sujet d'un loup tué, qu'on qualifie de hyène. Et là, disons de nouveau, disons, c'est toute la stupeur, la stupeur des gens qui provoque un phénomène de rumeurs, tous plus ou moins fantaisistes. Les loups sont désignés plus comme des bêtes fauves, comme des hyènes, comme des félins, comme des lions, ce qui explique un petit peu la façon dont l'attaque de Joseph Fabre à Roquebrune est représentée par, disons, la description d'un animal qui ressemble plus à un lion qu'à un loup. C'est un phénomène d'ailleurs qui n'est pas propre à cette époque-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que 2 siècles plus tard, il y a aussi des attaques d'animaux qu'on n'a pas réussi à déterminer dans l'Estérel dans les années 1970. Et là, on parle de la bête de l'Estérel, on parle de puma, etc. Et donc ces phénomènes de rumeurs sont assez intéressants de voir un peu comment on transforme la réalité. Disons que c'est un peu un phénomène qui est comparable à ce qu'on appelle aujourd'hui aux fake news, mais de façon plus générale, au phénomène de propagation de rumeurs dans la société. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ce tableau que j'ai montré dans la revue des Annales du Sud-Est dont j'ai parlé au début, pour illustrer l'article de Maurice Perret, la légende, c'est la bête de l'Estérel. Alors qu'au XVIIIe siècle, on ne parle pas de la bête de l'Estérel, mais on en parle beaucoup dans les années 1970-1980, quand se passe un phénomène un peu comparable dans la même région du côté des Adrets de l'Estérel. Mais ça avait été déjà, disons, cette expression avait déjà été employée dans les années 1920 dans une publication de la Société d'études de Draguignan. Voilà.